Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette émission Non à l'oubli, qui est une initiative de quelques Congolais et Congolaises soucieux du devoir de mémoire sur les événements qui ont marqué l'histoire de la RD Congo. Pour cette première émission de 2022, nous avons ciblé la guerre de 6 jours à Kolwezi. En effet, le 13 mai 1978, la ville de Kolwezi va connaître sa guerre, la guerre de 6 jours. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir 3 intervenants et d'accueillir également un témoignage que vous aurez l'occasion de découvrir durant cette émission. Cette émission est une première, donc évidemment elle pose le contexte, mais nous vous appelons aussi à nous contacter par mail ou par téléphone ou via les réseaux sociaux pour nous rendre compte de vos témoignages, éventuellement des ouvrages, des livres que vous auriez sur cet événement, donc la guerre des 6 jours, que nous pourrons récolter et diffuser lors de prochaines émissions, dont celle de 2023 qui marquera les 45 ans de cette guerre. Tout de suite, nous commençons avec notre premier invité, Jean-Jacques Rondo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cette émission Non à l'oubli. Vous êtes analyste, expert des questions politiques et sécuritaires de la RDC et de l'Afrique médiane. Vous êtes également diplômé de l'École royale militaire en Belgique, détenteur d'un master en criminologie à l'Université de Liège, d'un postgraduat en sciences politiques de l'ULB. Vous êtes breveté des hautes études de sécurité et de défense de l'Institut royal supérieur de la défense et vous êtes auteur de 3 ouvrages consacrés aux armées congolaises et africaines qu'on peut retrouver sur le site Amazon. Et vous êtes également responsable du site afridesk.org, qui est un think tank axé sur les analyses stratégiques de la RDC et sa région. Vous nous proposez aujourd'hui une courte mise en contexte militaire donc de la deuxième guerre du Chaba. Après la guerre d'indépendance de l'Angola en 1975, Mobutu a été utilisé pour intervenir militairement en Angola pour appuyer les rébellions, particulièrement la rébellion de Savimbi, l'UNITA. Et ce qui fait qu'en 1975, après l'indépendance, le MPLA, qui était plutôt soutenu par l'Union soviétique, le Cubain et l'Allemagne de l'Est, a gagné, a remporté la victoire et était au pouvoir. Et il s'est fait qu'à cette époque, il y a eu des gendarmes katangais qui étaient exilés après la sécession du Katanga, donc en 1963, et qui se sont regroupés autour de Nathanaël Mbumba. Mbumba, c'est un ancien chef de police de la gendarmerie katangaise qui, sur place, a été contacté par les autorités locales pour d'abord constituer un régiment des anciens rebelles katangais, majoritairement constitués des Zaïrois ou des Congolais d'ethnie Lunda, pour combattre aux côtés des forces du MPLA, donc Mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Et ce qui fait que en 1977, l'Angola a aidé Mbumba à créer un mouvement insurrectionnel qu'on appelle FNLC, le Front National de Libération du Congo, et qui a été équipé par l'armée angolaise pour attaquer le Congo. Donc ils ont fait une première attaque du Congo en 1977, précisément le 8 mars 1977, et 2000 combattants qu'on appelait Tigres. Tigre, ça signifie troupes d'infanterie, de guérilla révolutionnaire. On entend souvent les rebelles tigres. C'est troupes d'infanterie, de guérilla révolutionnaire, 2000 personnes qui ont attaqué le Chaba à l'époque, donc la province du Katanga aujourd'hui, au départ de l'Angola. Et rapidement, il y a eu une faible résistance de l'armée zaïroise. Ils ont occupé plusieurs villes et la situation était tellement catastrophique que l'armée congolaise n'était pas en mesure de pouvoir défendre
ou de pouvoir contrer cette agression. Et rapidement, il y a eu le Maroc qui est venu au secours de notre armée en envoyant 1500 militaires soldats d'élite et qui, avec une réorganisation de troupes des phases à l'époque, ont permis à ce que les rebelles katangais soient repoussés au-delà des frontières du Congo. Donc cette première guerre qu'on appelle la guerre du Chaba I a duré 80 jours et lorsque les rebelles défaits rentrent retournent ou se replient vers l'Angola, sur les magasins, donc sur le mur des magasins, ils disent aujourd'hui, le 13 mai 1997, vous nous avez vaincus, mais sachez que une année après, à la même date, nous serons vainqueurs. Et donc, il s'est fait que le 13 mai 1978, un an jour pour jour, ils reviennent à la charge. Cette fois-ci, au lieu d'attaquer le Congo ou le Zaïre par l'Angola, ils passent par la Zambie. Et ils mènent une opération qu'ils ont baptisée Chikapa, qui signifie la colombe, donc la paix. Et là, il y avait 3000 à 4000 rebelles tigres ou diabos, on les appelait aussi les diabos, qui étaient répartis en 11 bataillons, régiments, donc de plus ou moins 11 de 300 personnes. Et l'objectif, d'abord, ce n'était pas seulement d'atteindre Kolwezi, mais d'aller jusqu'à Lubumbashi, qui était le centre administratif de la province. Donc, lorsqu'ils ont lancé leur attaque, ils avaient déjà pris le soin de s'infiltrer depuis le 11 mai dans la ville, se confondant à la population. Et le 13 mai, ils ont lancé les opérations. Ils sont allés occuper l'aérodrome de la ville. Et directement, ils sont avancés pour aller occuper l'endroit où il y avait plus d'expatriés. Il faut dire qu'à l'époque, Kolwezi était situé plus ou moins 120 km de Lubumbashi, mais il y avait au moins 3000 expatriés qui y vivaient, majoritairement des Belges, donc on peut estimer à environ 2500 Belges, 400 Français, 75 Italiens et quelques Américains. Donc l'objectif était d'aller vers la cité où ils habitaient, où on l'appelait généralement la vieille ville. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, au départ, ils n'avaient pas commencé à massacrer. Ce n'est que quelques jours après, donc le 13, c'est le 14 ou le 15, qu'ils ont commencé à massacrer les premières personnes. Et entre-temps, lorsqu'ils ont lancé leur assaut, l'information est parvenue à Kinshasa, à l'état-major général, mais Mobutu a sous-estimé la menace. Et ce qui a permis aux rebelles de pouvoir avancer et de commencer à contrôler plus ou moins la ville. Le 14 mai, Mobutu s'entretient avec le président français Valéry Giscard d'Estaing sur la situation, mais en aucun moment il a demandé l'aide militaire. Le 15 mai, la même chose. Ce n'est que le 16 mai, quand la situation s'est dégradée, Mobutu s'est entretenu et a demandé l'aide militaire. Entre-temps, vu que la province du Chaba à l'époque était globalement défendue par une unité qu'on appelle la division Kamanyola, dont une brigade était déployée dans la ville de Kolwezi. Aux premières attaques des rebelles, la brigade a détalé et avec le général Tchekeva qui était à la tête, ils se sont enfuis. D'autres militaires congolais se sont ralliés aux rebelles par peur d'être soit arrêtés ou tués. Donc on est dans cette configuration-là, c'était la débandade. Une unité qui était restée d'infanterie, je pense 131e bataillon d'infanterie, a essayé de défendre quelques cités, mais avec les moyens de bord. Et c'est là que Mobutu décide d'envoyer le 16 mai donc 1978 une compagnie de troupes aéroportées qui était basée à Kinshasa, au camp CETA, donc centre d'entraînement des troupes aéroportées. C'était une unité qu'on appelait Béret Rouge à l'époque, formée et qui avait bénéficié de l'instruction de la France.
Et à la tête, c'était le major Maele, Donatien Maele, qui fut le dernier chef d'état-major général de Mobutu, et qui était envoyé avec 200 hommes, d'abord, dans un premier temps, à Lubumbashi. Et de Lubumbashi, on envoie directement une partie de cette compagnie, donc 100 personnes, pour être larguées à Kolwezi. Et quand ils étaient largués, ces troupes ont été accueillies par les armes et les attaques des rebelles. Pratiquement, toute la première partie qui a été envoyée a été décimée. Et ce n'est que Maele qui a quitté avec d'autres une partie qui était la partie restante. Il a pris la route dans sa Jeep devant les troupes. Parce que généralement on dit que les militaires ou les officiers, lui Maele était devant ses troupes et a avancé vers Kolwezi. Et ces troupes sont parvenues, après des combats assez acharnés, à reprendre l'aérodrome de Kolwezi, qui était aux mains des rebelles. Et les 18, si j'ai bonne mémoire, Mobutu fera même le déplacement pour atterrir à cet aérodrome, aller féliciter dans un premier temps Maele. Le 16, l'ambassadeur français informe Mobutu que Giscard a décidé qu'il y ait une intervention de ces éléments d'élite qui venaient de la Légion étrangère, donc le deuxième bataillon ou deuxième régiment de la Légion étrangère qui était basé à Corse et qui devait quitter la Corse vers Kinshasa. Donc c'est 600 hommes de ces bataillons qui ont quitté précipitamment la Corse pour aller à Kinshasa. Et arrivés sur place à Kinshasa, ils n'avaient pas leur matériel de parachute et ils n'avaient pas suffisamment d'équipement. Et sur place, ils ont, étant donné qu'il y avait aussi un problème au niveau du transport de troupes, ils sont montés en partie dans les avions cargo militaires français, les Transal, et les C-130 de l'armée, des forces armées zaïroises. Donc, 600 qui sont arrivés à Kinshasa, seulement 400 ont pu faire le déplacement vers Kolwezi, où ils ont été largués les 19. Mais il y a eu aussi l'appui par la suite, l'appui logistique de l'armée américaine, parce qu'à l'époque, Jimmy Carter, qui était président, avait donné aussi son feu vert pour soutenir cette action. Et il y a eu quelques militaires donc, de l'armée royale marocaine, militaires d'élite, qui ont accompagné cela. Et le lendemain, quand ils ont été largués ou parachutés à Kolwezi le 19, la ville était pratiquement désertée lorsque les rebelles ont appris que la France avait mené une opération qu'on a appelée à l'époque Léopard. Et les Belges qui viendront avec 2 bataillons paracommando, ils vont atterrir le 20. Et les Belges ont dénommé ou ont baptisé leur opération Bonite. Donc il y avait l'opération Léopard pour les Français, l'opération Bonite pour les Belges, mais les Belges se sont plus contentés par la suite à faire l'évacuation des ressortissants étrangers, d'autres personnes congolaises qui étaient blessées à l'époque. Comment expliquez-vous que donc lors de la première guerre, celle de 80 jours, les rebelles sont venus et sont repartis en annonçant qu'ils reviendraient? Comment est-ce qu'ils ont pu tromper la vigilance en fait des troupes qui étaient sur place censées défendre la population? Je l'ai dit tout à l'heure que les rebelles, 2 jours avant le 13 mai, avaient déjà... Oui, ça j'ai compris, mais il n'y a pas une vigilance de voir des personnes... Ce sont des Congolais qui sont Lunda, qui sont originaires de la ville, de la cité, qui avaient des parents, qui sont rentrés comme tout citoyens sans être identifiés. Et puis, à l'époque déjà, il y avait un rapport de la CIA qui avait mentionné que s'il y a une nouvelle guerre au Congo, le Congo ou le Zaïre de l'époque ne serait pas en mesure de contrer une attaque qui viendrait de l'Angola. C'est de 1. De 2, il faut se dire que lors de la première guerre du Chaba, ils sont venus de l'Angola. Ici, pour tromper la vigilance, ils sont rentrés par la Zambie.
Pour cette guerre, il faut dire on n'a pas de chiffres sur les pertes du côté des FAS, mais on sait que beaucoup, j'ai parlé de la moitié de la compagnie qui a été décimée, il y a beaucoup qui sont rendus, mais les rebelles, il y a eu au moins 250 rebelles qui étaient tués à l'époque, et les Français ont perdu 5 à 6 de leurs militaires. Un para français a été tué, mais les massacres qui ont été racontés sur les expatriés et certains Congolais, c'était quand même assez atroce. Certaines statistiques parlent de 750 Congolais qui étaient massacrés ou tués, et 270 victimes du côté occidental, mais la Croix-Rouge, soit du Zaïre et la Croix-Rouge internationale, a dénombré plus ou moins 855 personnes qui étaient tuées en 6 jours. Elle a véritablement duré 6 jours, cette guerre ? On dit 6 jours parce que la guerre a commencé officiellement, donc l'opération Chikapa a commencé officiellement le 13 mai, mais le 18 mai, les rebelles commençaient déjà à perdre du terrain, étaient en retraite, lorsqu'ils ont appris que la France allait envoyer ses parachutistes. Vous avez dit que donc Mobutu a d'abord fait appel à la France à travers Giscard d'Estaing, et puis qu'en fait finalement la Belgique arrive à la fin. Pourquoi Mobutu n'a pas fait appel à la Belgique en premier lieu ? L'un des griefs que Mobutu a reproché aux militaires qu'il a fait exécuter en 1978, c'était le fait qu'ils étaient soutenus par la Belgique, et pour la plupart, c'était des officiers issus de l'école royale militaire ici. Donc du coup, quand la guerre a commencé, les relations déjà diplomatiques étaient assez fragiles. Merci beaucoup pour cette mise en contexte. On va garder en tête pour la suite et pour certainement écouter notre prochain invité, donc Monsieur Richard Kadanga. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner vous aussi de l'expérience que vous avez eue des 2 guerres, puisque vous étiez présent, vous étiez adolescent, jeune adolescent en tout cas. Pour vous présenter à notre audience, vous êtes né à Luena, vous arrivez à Kolwezi en 1963 avec votre famille, vous habitez chez votre tante qui, vous le précisez, vivait derrière le magasin Quito, apparemment connu dans la région à l'époque, qui se situait avenue Théâtre des Verdures. Votre papa travaille alors chez Metalcat, actuellement UZK. En 1967, il est transféré à Kamoto KTC et c'est là que vous avez grandi, que vous faites vos études, que vous étudiez pour finalement être engagé comme électricien à la GECAMINE. Alors en 93, vous partez du Congo pour des raisons médicales suite à un accident de travail et vous arrivez en Belgique et de là vous décidez de rester et vous devenez professeur d'électromécanique en secondaire supérieur et en promotion sociale. Est-ce que vous pouvez nous relater votre vision d'adolescent de la guerre de 6 jours ? Moi j'habitais à la cité Jérémine Kapata, dont j'étais à cheval entre la maison de mes parents et chez mon grand frère qui habitait au quartier Mutoshi, sur la ville de Lukuni, qui était en face de la zone Manika. La cité Kapata, c'était la porte d'entrée des rebelles et la porte de sortie. Parce que les rebelles sont entrés par la Zambie et Kapata se trouvait à 75 km de la Zambie du côté de Mosokantanda. Ces jours-là, je suis allé chez mon frère, c'était un vendredi. Et comme l'école était fermée, je me suis permis de couper la pelouse chez mon frère pour ranger un peu la parcelle. Pendant que je faisais la pelouse, j'ai vu une voiture qui est venue vers la maison. Et à l'époque, on appelait domestique, le monsieur qui travaillait chez nous, il est allé ouvrir la barrière. La voiture est entrée, j'ai vu que c'était un cousin qui était chauffeur, qui venait de Lubumbashi. Je me rappelle très bien, c'était une Renault 16 de couleur blanche. À côté de lui, il y avait un monsieur européen. Moi, je croyais que c'était un Européen. Quand j'ai avancé, j'ai entendu mon cousin qui disait à ma cousine, on doit partir aujourd'hui, ne restez pas. Ma cousine a dit non, écoutez, Constantin n'est pas là. D'ailleurs, il sera payé les 15. Qui est Constantin ? Notre grand frère. Il va avoir sa paie les 15
est-ce que tu peux patienter les 15? On dit non, on doit rentrer aujourd'hui. Si tu restes, ton problème. La sœur a dit, écoutez, partez, moi je vais venir le lundi. En fait, le monsieur qui était dans la voiture, ce n'était pas un Européen, c'était un Américain. Il était venu en mission à Kolwezi. Il a fait qu'un seul jour. Il avait logé à l'hôtel Impala. Et puis ils sont partis. C'est après la guerre on saura que c'était un Américain. Donc il était au courant que quelque chose devait se passer dans la ville. Une semaine ou 2 semaines avant, on voyait des mouvements de gens vers 22h par là. Parce qu'à l'époque, dans la ville de Kolwezi, il y avait les troupes sénégalais qui protégeaient la ville. Il y avait les Sénégalais et une partie des Marocains. La nuit, on voyait des gens vers 22h, 23h avec des vélos, avec le charbon. Donc, ils transportaient le charbon. Un jour, papa nous a dit, c'est un peu bizarre. Ces gens, ils transportent le charbon que la nuit. Où est-ce qu'ils vont vendre ces charbons? En fait, ces gens qui transportaient le charbon, c'était des rebelles qui faisaient entrer leurs armes. Vers 3h du matin, on entendit des bruits de mortiers. Parce que la cité Kapata, c'est la prolongation de l'aérodrome de Kolwezi. Pour atterrir, vous devez passer sur Kapata et puis vous arrivez à l'aéroport, à l'aérodrome plutôt. Et on entendait les bruits. Papa est venu me réveiller, était le garçon de la famille. Il dit, écoute, il y a du bruit dehors là. Je crois que les militaires en ville, ils ont fait leur grève. Et puis, viens un peu écouter ça. J'ai écouté, je dis, qu'est-ce qu'on fait, papa? Il dit, non, va dormir, on verra ça demain. Pour ceux qui ont vécu à Kolwezi, comme ceux qui sont derrière moi ici, chaque cité avait de bus pour amener les élèves à l'école. Le matin, je suis allé, comme d'habitude, pour aller à l'école. J'arrive aux arrêts de bus. Les bus sont arrivés, on nous a transportés. D'ailleurs, notre chauffeur, c'était mercenaire à l'époque. Papa, mercenaire, c'est comme ça on l'appelait. Hein. On est arrivé au niveau des KTC, il nous a dit, les enfants, quand je venais en ville, ce n'était pas correct. Autant que vous rentriez chez vous. Il nous a déposés vraiment en cours de route. On est rentré, on arrive chez nous, et chaque personne en parlait, ça allait dans tous les sens. Mais nous, on n'a pas vu un rebelle ces jours-là. On ne savait même pas qu'il y avait la guerre. Bon, on a passé la nuit. Le lendemain, on a entendu la radio RSA, la voix de l'Afrique du Sud, qui dit que Kolwezi est attaquée et cette ville est tombée dans les mains des rebelles. C'est vers 11h de ces jours-là qu'on va voir 3 personnes. 3 personnes, des jeunes gens, un peu sales, avec des armes à la main. Et qui parlaient Swahili. Camarades, nous sommes venus vous libérer. Ils n'étaient pas 10, 20, ils n'étaient que 3. Les gens commençaient à s'attrouper autour d'eux, ils ont tiré. Ils ont tiré en l'air et tout le monde est rentré chez lui. Il n'y avait que 3 mois, je vis de mes propres yeux. Personne n'est sorti dehors. Ni poule, ni coq, personne n'a bougé. Le lundi, on avait tous peur, on ne sait pas quoi faire. Et puis on a coupé le courant le même jour. Il y a eu une coupure de courant général. Le lundi, il y a eu un mouvement, finalement on a eu un mouvement des gens qui sont décidés de sortir. Et on est resté comme ça, sans voir ni les rebelles, sans voir le français, ni aux militaires à nous. Il n'y avait personne dans l'avion, on est resté seul. Bon, au fur et à mesure qu'on avançait, on a constaté que les gens qui habitaient la zone Manika, la ville de Kolwezi, ils commençaient à venir vers chez nous, à Kapata. Donc les rebelles les disaient, rentrez, nous allons aller avec vous pour protéger, vous devez aller à Kapata. Or, c'était une façon de partir avec ces gens-là. Ils sont venus chez nous et dans notre quartier, ils nous ont dit, vous devez vous séparer, les filles de l'autre côté, les garçons de l'autre côté. Et les parents ont dit, mais comment ça? Vous êtes venus nous libérer, pourquoi vous devez séparer les gens? Et finalement, bon, je peux oublier mais les dates. Je me rappelle, un jour vers 14h, on a suivi la voix de l'Afrique du Sud, qui était la seule radio qu'on suivait. On a annoncé qu'on va parachuter la région militaire française sur la ville. Effectivement, vers les 16h, moi je vis au moins 5 parachutistes français qui ont fait leur mouvement
devant nous, il y avait un terrain de foot. Ils sont atterris là-bas, ils n'ont pas bougé. Ils ont couvert avec leur truc là, ils n'ont pas bougé dès 16h jusqu'à la tombée de la nuit. Ce n'est que le matin quand nous sommes réveillés, il n'y avait personne sur le terrain et les rebelles aussi n'étaient plus dans la ville. Et nous sommes restés comme ça jusqu'à l'arrivée des Français. Et finalement, quand les Français sont partis, les nôtres sont arrivés, c'était encore plus compliqué. Parce que mon père a été arrêté avec ses amis. Pour moi, j'ai eu la chance. Mon père était rentré, mais mes amis, ils ont perdu leurs parents. Et par la même occasion, les jours qu'on nous a un peu libérés, on voulait aller chercher à manger. Un cousin qui était mon collègue de classe a été assassiné par les Français avec des amis. Vous dites que vous avez donc vu ces 3 hommes qui sont arrivés, qui ont terrorisé la population, alors qu'il n'était que 3, et puis vous êtes resté à la maison cloîtré jusqu'au lundi. Est-ce que vous avez été témoin de tirs, de mouvements? Non, des balles allaient dans tous les sens. Toute la ville, il y avait des balles partout. Partout. Même si on tirait à la zone Manika, ils avaient une arme qu'on appelait Manakachitu. C'est pas qui faisait du bruit terrible. Il y avait une arme qu'on appelait Manakachitu. C'est pas on tirait de quel côté, ça faisait un bruit terrible. Et donc, comment est-ce que vous avez su que la situation était rétablie, que vous pouviez penser reprendre une vie normale? Bon, vous savez, quand on a faim, on oublie un peu la mort. Je me rappelle, comme on n'avait pas touché l'argent les 15, parce qu'on touchait les 15, on avait les mêmes jours, la farine, la viande, le poisson, on nous donnait tout les mêmes jours. Malheureusement, heureusement pour nous, les gens se sont organisés, ils ont dit, comme la farine est dans nos cantines, qu'on appelle les gens par famille, qu'on donne un sac de farine à tout un chacun. Nous sommes allés chercher la farine, toute la cité est allée vers la cantine. Ils avaient l'avion de chasse qu'on appelait Mirage. Le Mirage est passé, c'est passé que ils nous ont vus attrouper. Il a signalé à l'autre qui était derrière pour dire ils sont là-bas. Et le monsieur a tiré sur nous. Mais comme il a raté les cibles, les gens, nous sommes partis dans tous les sens. Mais l'image que j'ai de cette histoire-là, c'est quand je suis rentré là pour aller voir, parce que j'avais oublié mes chaussures là-bas. Je suis allé voir, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de chaussures. C'est-à-dire, c'était presque la mort. Et puis les gens ont abandonné la farine. Alors nous allons poursuivre l'émission par un témoignage que nous allons écouter maintenant. Le 13 mai 1978, j'étais adolescente en avant-dernière année des humanités. Je m'apprêtais avec mes frères et sœurs à aller à l'école, c'était très tôt matin. Lorsque nous avons aperçu des mouvements de foule, donc nous habitions dans ce que nous appelions communément en ville, dans le quartier des cadres de la Gécamine, la maison voisine de représentants de la Gécamine et de la clinique de la Gécamine. Nous avons donc aperçu des mouvements de foule qui venaient de ce que nous appelions le quartier et qui se dirigeaient vers la cité des travailleurs de la Gécamine. Et là, nous allons apprendre que c'était la guerre. Cela va nous être confirmé quelques instants plus tard par un cousin qui était pilote dans les FASA, les forces aériennes zaïroises. Il est arrivé et il a déposé son épouse et ses enfants avant de vite repartir. C'est ainsi que nous allons rester terrés dans la maison. Peu de temps après, les coups de feu vont se rapprocher de plus en plus de la maison, donc dans le quartier. Il faut dire que notre maison, à l'arrière, c'était la brousse. Et donc, nous allons vivre 7 jours d'horreur, avec des coups de feu nourris dans la nuit et jour. 6 jours après, il va y avoir une accalmie. C'est ainsi que nous allons décider de sortir, nous disons, pour aller nous mettre dans un lieu sûr, aller à la clinique. Donc, aucune nouvelle des voisins, s'ils sont toujours là, s'ils sont partis. Arrivé à la clinique, nous avons retrouvé quelques familles. Et c'est là que nous allons revoir le cousin éloigné arriver et nous allons être évacués sur Kinshasa. Mais tout au long du trajet,
nous allons découvrir les horreurs des cadavres qui jonchaient les rues et des cadavres à moitié dévorés par les chiens. Vous savez, la guerre propre, ça n'existe pas. Nous allons garder des séquelles pendant assez longtemps. Parce qu'à chaque fois que nous entendions un moteur d'avion, nous fouillons pour nous mettre à l'abri. Nous allons revenir à Kolwezi quelques mois après, mais les choses avaient totalement changé. Il n'y avait plus de chiens et il nous a fallu vraiment du temps pour retrouver une vie normale. Donc c'était un témoignage de Madame Bopé, comme vous avez pu l'entendre. Alors, elle parle justement de ces séquelles. Est-ce que l'État congolais a à un moment émis même l'idée de pouvoir réparer? Pour qu'il y ait réparation, je vais essayer de répondre. Il faut d'abord déterminer les responsables ou les responsabilités. Donc l'État congolais ne s'est jamais considéré comme étant responsable de ces atrocités. Responsables de leur population quand même. Oui, mais si l'État doit demander une réparation, c'est demander auprès de l'État qui a agressé le Congo. Or, il n'y a pas eu une victoire par rapport à l'Angola, mais c'est par rapport à une rébellion qui a été considérée une guerre congolo ou zaïroise à l'époque. Nous poursuivons donc ce plateau de Nom à l'oubli avec M. Fita Fita Diboué, connu sous le nom de Cheikh Fita, né en 1954 à Chinkolobwe au sud du Katanga, qui vit actuellement en Belgique depuis près de 20 ans. Alors vous êtes philosophe, dramaturge, metteur en scène congolais, auteur d'une trentaine de pièces de théâtre, dont la plupart ont été montées et jouées en RDC, mais aussi en Inde, en Europe et dans d'autres pays d'Afrique. Vous êtes Grand Prix national de théâtre en 1987, parlementaire de 1992 à 1997, journaliste, éditeur du mensuel congolais de Belgique Magazine, et vous êtes, Monsieur Cheikh Fita, un témoin de la guerre de Kolwezi que vous avez contribué à faire connaître à travers vos écrits, mais aussi une pièce de théâtre qu'on retrouve ici, Moi, homme, dite la guerre de Kolwezi, donc qu'on peut toujours se procurer, je pense. Et vous allez, vous aussi, nous raconter votre témoignage, puisque vous avez commencé à écrire cette pièce pendant la guerre. Vers 6h, 6h30, on entend du bruit, on entend des coups de balle. Et vous savez, on ne peut même pas s'imaginer qu'il s'agit d'une guerre. Mais c'était tellement répété et ça s'intensifiait de telle sorte que 30 minutes après, on a vu des gens commencer à courir qui venaient de la ville et de la cité Manika. Comme j'habitais ce qu'on appelait dans les cités Jekamine à un trottoir. Donc le trottoir, bon, les gens passent facilement. Donc les gens fouillaient avec des bagages sur la tête. Ils partaient, bon, j'ai cessé de me préparer pour aller donner cours. Et vers 10 heures, en tout cas, ça s'est intensifié. Là, on a compris qu'il fallait se cacher. On était tous en dessous des lits. Et comme Kadanga l'a dit, même les chiens ont cessé d'aboyer. Les poules ont disparu des rues. Et il y a eu une légère accalmie l'après-midi. On est un peu sortis, on a commencé à s'informer. Ceux qui venaient de Manika nous ont raconté ce qu'ils ont vu. Ils ont vu les rebelles entrer, ils ont vu comment ils tiraient, tout ça. Mais le lendemain, le dimanche, la nuit, du samedi au dimanche, c'était impossible de dormir. Il y avait ce qu'on appelait le Mwanakashit, je ne sais pas si c'est orgue de Staline ou quoi, mais si tu as la diarrhée, courage. Et donc, les gens ont compris qu'il fallait s'éloigner un peu de la cité Jekamine. Donc, nous qui étions à la cité Jekamine, qui était à la frontière avec la ville, on a dû replier. Moi, je suis allé à Moussonoï, où vivaient mes parents. Même là-bas, la nuit, c'était pas possible. Et donc, de temps en temps, quand il y avait accalmie, vous sortez, mais puis ça reprenait très, très vite. Et la nuit, un jour après, le courant est parti. Et donc, on s'ennuyait. Moi, j'avais l'habitude de suivre la radio France Internationale depuis quand j'étais au secondaire. Donc, j'avais un petit poste de radio avec moi en dessous du lit.
où je suivais, je balayais un peu les autres radios, la Voix de l'Amérique et la Voix de l'Afrique du Sud, mais la radio nationale, comme Kadanga l'a dit, bon, c'était donc le silence total. Et donc, en tant qu'intellectuel, je tenais quand même à m'informer, mais sur base de ce que j'entendais et sur base de ce que je voyais, des gens qui venaient du front, si on peut appeler cela, j'avais suffisamment d'informations. Et donc, quand le courant est parti, en tant qu'écrivain, je commençais à m'ennuyer, malgré qu'il y avait des balles. C'est ainsi que, sous la bougie, j'ai commencé à écrire des bribes de phrases, à réfléchir autour de tout ça. Et quand la guerre est finie, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré 6 jours effectivement. Quand elle est finie, on est sorti, on est allé en ville, on a vu effectivement des cadavres par-ci par-là, on a eu des témoignages, et Kadanga parlait, Bobé a parlé des chiens. Effectivement, juste après, on avait donné l'ordre d'abattre tous les chiens, parce qu'ils mangeaient les cadavres. Et donc, juste après la guerre, donc, j'avais plus ou moins l'idée de ce qui devrait être ma pièce. Mais maintenant, il y a des éléments qui sont dans la pièce. En fait, dans la pièce, ce qu'on appelle la toile de fond, c'est la guerre. Je respecte le nombre de jours, les événements essentiels, l'arrivée donc des parachutistes, le passage des mirages, parce que en passant, les rebelles, quand ils entendaient le bruit des mirages, vous ne pouvez pas imaginer quelle panique ils avaient. Ils avaient très très peur, c'était la débandade, ils se cachaient. Et on avait bombardé l'Athénée, qui était non loin de chez moi. Donc quand la guerre est finie, les gens de l'Athénée ont trouvé effectivement que les mirages avaient donc bombardé cette école. Et autre détail, c'est que quand on entre en ville juste après la guerre, que d'uniformes, des tas d'uniformes, des montagnes d'uniformes, des gendarmes, des militaires, etc. Preuve que vraiment, ils étaient partis dans la débandade la plus totale. Et donc, toute cette toile de fond, c'est ça qui a fait que j'ai pu écrire cette pièce. Mais il y a un élément important qui a fait le déclic pour la pièce, c'était quoi? C'est que quand les Européens, les militaires européens sont venus, ils étaient venus pour évacuer les Blancs. Donc nous, les Noirs, on devait rester. C'était ça qui a fait le déclic pour cette pièce, parce que quand je dis moins hommes, c'est-à-dire nous, on nous considérait comme moins hommes. Mais dans la structure de la pièce, je vais plus loin, parce que même dans la vie, on ne fait pas attention. Il y en a qui se considèrent comme plus hommes, ils considèrent des autres comme moins hommes. J'ai un peu exploité dans le style purement théâtral, c'est ce complexe-là chez l'homme. Le fait qu'il y a eu des morts, on a tué des Blancs. Les rebelles, quand ils partaient, parce que quand ils partaient, on les voyait, ils parlaient à Swahili, et moi je parle Swahili comme eux. Ils disaient, Mobutu, Anaïta, ba français, Tutaoua, ba français. Donc, en tout cas, les Français qui ont été tués, ils ont été tués du fait du recours à la France. Comme on l'a dit, que c'est Giscard qui a signé avec Mobutu, etc. Mais en tout cas, cela les a rendus très, très méchants. Et après, quand ils ont appris que les Français viendraient, ils ont volé des véhicules, des commerçants, de la Gécamine, ils ont pillé des magasins, et en file, ils sont allés vers la Zambie. Et donc, nous avions vu tout ça, du fait que les rebelles partaient, on savait que, bon, la guerre est finie, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage, ce témoignage, ces précisions, et de faire ressortir tout ça. Je ne sais pas si c'est douloureux, mais en tout cas, merci
de l'avoir partagé. On a fait la thérapie. D'accord. Mais 45 ans, 50 ans après, c'est comme si c'était hier. Merci beaucoup aux invités et aux témoins pour leur partage, d'avoir répondu aux questions, d'avoir participé à cette première édition de Non à l'oubli, qui est, je le rappelle, une initiative des Congolais et Congolaises donc concernant cette guerre de 6 jours, donc la guerre de Kolwezi. Et donc cette initiative est prise par souci du devoir de mémoire sur ces événements. Et je rappelle que vous êtes invités, toutes et tous, qui avaient des informations, des témoignages, des littératures, des objets, enfin tout support qui pourrait aider à nourrir et enrichir les prochaines émissions, dont celle de 2023, donc qui va commémorer les 45 ans de cette guerre. Merci de nous avoir suivis.